empêche toute tentative de dialogue, c'est lui qui empêche toute initiative de rapprochement d'aboutir. Nous dénonçons cette posture de va-t-en-guerre qui dessert la paix en Côte d'Ivoire et menace et fait peser de graves menaces sur notre pays et sur la sous-région. Il y a quelques jours, la Russie a pris une position courageuse et responsable. Elle a d'une part dénoncé les bombardements des sites civils et militaires ivoiriens par l'armée française et d'autre part, elle a appelé au dialogue entre les parties en conflit en Côte d'Ivoire. C'est une démarche que nous saluons et nous estimons que c'est ainsi qu'un gouvernement, qu'un pays responsable doit agir. Nous avons également relevé la position courageuse de l'Angola qui, en dépit des pressions inacceptables exercées sur le pouvoir angolais par la France, l'Angola donc a reconnu le président Gbagbo comme étant le président élu de la Côte d'Ivoire. C'est une évolution notable qu'il faut souligner, même si cette évolution n'apparaît pas dans le traitement de la crise ivoirienne par les médias français, ou par les médias internationaux. Je ne fais pas de fixation sur les médias français en particulier. Il y a depuis plusieurs jours un véritable drame humanitaire à Abidjan. Les rebelles de M. Alassane Ouattara, assistés par la force Licorne, se livrent à des pillages, à des braquages, à des exactions contre des civils, et ces violences ont même des relents de règlement de comptes politico-ethniques. Les rebelles qui ont investi toute la ville d'Abidjan agissent en toute impunité, alors même que l'ONUCI et dans une moindre mesure la force Licorne est censée, ou les deux sont censés, assurer la protection des populations civiles. Nous dénonçons là aussi cette complicité de ces deux forces dites impartiales qui en réalité ont choisi le camp de la rébellion. Le bilan des violences provoquées par les bombardements français depuis lundi s'élevait, selon le décompte qui a été arrêté par le cabinet militaire du président mercredi dernier à midi, à 2326 victimes. Mais il faut craindre que ce chiffre soit revu à la hausse puisque l'armée n'avait pas encore accès à un certain nombre de secteurs de la ville d'Abidjan. Sur le plan politique, le président de la République me fait savoir qu'il reste toujours ouvert au dialogue. Il souhaite des discussions avec M. Ouattara, mais dans le cadre de nos lois, en respectant la constitution ivoirienne. Et il souhaite également que ces discussions puissent se tenir sous l'égide de l'Union africaine, qui avait déjà nommé il y a quelques jours un haut représentant pour la Côte d'Ivoire. Et naturellement, nous demandons que la France se tienne à l'écart des futurs pourparlers de paix inter-ivoiriens, puisque c'est elle qui est le principal facteur de blocage dans le processus de règlement de la crise ivoirienne. Que malgré l'intervention de l'armée française ouvertement, jusqu'à maintenant c'était une intervention cachée. On armait l'armée rebelle, on le déléguait auprès d'elle des techniciens. Aujourd'hui on bombarde directement, avec les arguments les plus fallacieux. On dit par exemple on est contre l'usage d'armes lourdes, et on utilise les armes lourdes contre le gouvernement légal. On parle de crimes, on parle de massacres de population. L'armée rebelle a massacré 800 personnes à Dogoué. Même l'ONU le reconnaît, même la Croix-Rouge le reconnaît. Et on ne fait rien à ce sujet. C'est-à-dire que c'est une expédition coloniale qui est engagée. Et là-dessus, je crois que l'honneur de la France, c'est que les Français disent non. Et que, rappelez, que ces expéditions coloniales se terminent toujours par des défaites. Qu'en France, le gouvernement français médite sur Dien Bien Phu, où l'armée française a été vaincue par des gens qui n'avaient pas de chars, ni d'avions, mais qui avaient la fermeté d'âme et le courage. Qui se souviennent de l'Algérie,
où la France a été vaincue également, le colonialisme français en tout cas. Et nous disons aujourd'hui dans cette expédition coloniale, l'invasion coloniale sera battue aussi. Déjà, nous sentons l'opinion internationale qui change. Elle n'est plus abusée par les médias. Le représentant du gouvernement de Côte d'Ivoire vous a signalé la position courageuse de la Russie, la position de l'Angola. Cette position ne va faire que s'étendre. En Afrique, on ne peut pas tolérer tout de même que des forces venues d'Europe essayent d'imposer un gouvernement qui n'a pas l'appui de la population. C'est clair, maintenant, quand on voit les combats qui se déroulent à Abidjan, que M. Ouattara n'a pas l'appui de la population, c'est évident. Le renversement du gouvernement en Tunisie a été le fait d'une marée populaire. On n'a pas eu besoin de l'armée française. Au contraire, le gouvernement français proposait sa police à Ben Ali. En Égypte, le gouvernement du gouvernement Moubarak a été renversé par une marée populaire. Ici, il n'y a pas eu de marée populaire en faveur de M. Alassane Ouattara. Il y a une armée suréquipée qui a mené une campagne victorieuse contre une armée locale et qui, maintenant qu'elle se heurte à la population, connaît un échec. Un échec tellement évident que l'armée française est forcée d'intervenir ouvertement et je dirais cyniquement. Clémenceau disait, c'est le dernier quart d'heure qui compte. Nous voyons qu'avec le courage que le président Gbagbo a montré pour sauver la légalité, sauver les institutions, le dernier quart d'heure ne sera pas celui que rêvaient les rebelles, ni ceux qui tirent leur ficelle à Paris ou à Washington. Merci. Mais vous avez entendu certainement Alain Juppé dire que la chute de Laurent Gbagbo interviendrait inéluctablement. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Pardon? Alain Juppé dit que la chute de Laurent Gbagbo interviendra inéluctablement. Oui, il peut rêver. Il peut rêver. Vous n'y croyez pas? Non. Pourquoi? Parce que M. Gbagbo a le soutien populaire. S'il n'avait pas le soutien populaire, l'affaire serait terminée. Et ceci étant, c'est vrai que si on avait affaire à un chef d'État lâche, comme ceux que la France a eu en 1940, M. Juppé aurait raison. Mais il a en face de lui des hommes courageux. Et le temps n'est plus, je crois, où on pouvait tuer Lumumba en Afrique. Et ensuite faire régner l'ordre américain et français. Aujourd'hui, les temps ont changé. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement français qui prétend donner des ordres aux Ivoiriens, qui prétend donner des ordres aux Mexicains? Mais nous sommes en plein délire. Le gouvernement français se croit au début du XIXe siècle. Et vous avez vu quel mépris les Mexicains ont renvoyé, ont annulé l'exposition prévue pour eux en France. Vous avez parlé tout à l'heure des massacres, d'exactions. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que parmi les partisans de Laurent Gbagbo, personne ne s'est livré à aucune violence, aucune exaction? Il y a eu deux choses. Il y a eu les faits sont évidents, la presse le raconte. Vous avez des provocateurs installés dans des quartiers d'Abidjan qui s'intitulaient eux-mêmes le commando invisible, qui commettaient des attentats en se couvrant, en prenant la civile comme otage. Qu'il y ait eu des morts civiles à ce moment-là regrettables, je crois que le fait est incontestable. Mais c'est le fait de ce commando invisible de provocateurs, dont l'existence est reconnue. Par contre, à Douekoué, c'est 600 ou 700 personnes massacrées, et non pas tuées avec des éclats d'obus, mais tuées à la machette, tuées au pistolet. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et ce crime-là, c'est le crime des forces rebelles, celle de M. Ouattara. De sorte que M. Ouattara apparaît aujourd'hui comme le protégé de la France et le chef, nominal peut-être, d'une bande d'assassins. Et il n'y a aucun crime de partisan de Laurent Gbagbo.